Ensuite, 3 webinaires en même temps. L'un portait sur l'alimentation humaine, le deuxième sur, l'alimentation des monogastriques et le dernier sur l'alimentation des ruminants. Avec à la clé à chaque fois des travaux, ce sont typiquement ces travaux, pour lesquels on va vous faire une synthèse, ainsi que les travaux qui ont eu lieu en fin de matinée sur le webinaire destiné à, aborder disons la question de la production, de protéines végétales et les difficultés liées au tri et au stockage. Ensuite, on va avoir une réaction de la part d'Antoine Roinsart, mais également une intervention de sa part plus globalement sur l'alimentation animale, pour compléter les éléments que nous avons vus ce matin et apporter des premiers éléments de réponse ou alors une prise de recul par rapport à ces éléments-là. Et puis, on va faire une animation collective à l'aide de klaxons. Je vous en parlerai en temps voulu. Ça va être très simple, un petit peu comme ce matin. Donc, pas de problème. Et ceux qui ne connaissent pas, on vous expliquera dans la foulée. C'est extrêmement intuitif. Il n'y a aucun souci avec ça. L'idée, ça va être de prioriser les enjeux et les besoins sur la protéine végétale bio pour orienter nos travaux en 2021. Et enfin, on conclura, et notamment par un mot de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes à travers son service régional de l'économie agricole. Pour information, ce webinaire est enregistré, donc je vais attaquer l'enregistrement. Heu, je crois qu'il est déjà en route. Bastien, est-ce que tu peux juste me le confirmer? C'est tout bon. OK, super, merci. Donc, on attaque le webinaire tout de suite. Ah bah, on vient de vous parler des recommandations de la visio, je passe. Voilà. Donc je vais laisser la parole tout d'abord, à Bastien qui va revenir en quelques points sur les principaux enseignements, s voilà, que l'on peut tirer du webinaire matinal sur l'alimentation humaine. Oui, alors du coup, peut-être avant tout, revenir sur, le témoignage, de Bernard Martin, qui est directeur des filières chez Equibio, qui a mis en avant, le rôle important, des entreprises de transformation, pour construire, durablement les filières, et être certain des débouchés, vis-à-vis de ces productions. Donc, notamment, je vais relever 3 points importants. C'est travailler avec des partenaires, associer des compétences, mettre en place, des accords basés sur les principes du commerce équitable, notamment les contrats pluriannuels, les engagements sur les volumes, sur les prix, et puis également l'importance que les opérateurs économiques aient des rendez-vous réguliers et du suivi pour mettre en concordance, on va dire, l'amont et les besoins de l'aval. Voilà, ensuite, suite aux échanges et aux participations collaboratives, vous avez ici, affiché, on va dire les 5 points, qui sont ressortis. Tout d'abord, 1, la maîtrise agronomique qu'il faut améliorer, c'est-à-dire améliorer les rendements, des protéines végétales, donc notamment les légumineuses, hein, qui doivent, s'améliorer pour avoir, des rendements plus réguliers. C'est aussi une attente, des acteurs de l'aval, et donc des travaux à faire sur l'offre variétale, parce qu'aujourd'hui, et ça restera certainement, une culture de diversification qui doit aussi s'adapter au territoire. Le point 2, c'est la bonne rémunération des producteurs. Voilà, heu, les légumineuses sont en concurrence avec des cultures plus simples, à mettre en place, comme le maïs, le blé tendre. Donc les échanges, aussi, concordaient sur, l'importance d'une bonne rémunération des producteurs pour les séduire et pour, maintenir leur engagement vis-à-vis de ces productions. Le troisième point, les outils de première transformation à développer, que ce soit pour, le décortiquage, triage, stockage, des outils de sécurisation pour sécuriser la matière première, voilà, avec, du stockage à froid pour maintenir, la qualité. Et donc cela nécessite forcément, bien, un engagement mutuel à la fois des entreprises de transfo, mais aussi, des producteurs avec des volumes conséquents pour amortir finalement ces investissements. Point 4, des outils, alors c'est dans la continuité, hein, on va dire des ateliers, des outils de première transformation, mais plus poussés sur des outils d'extraction de protéines pour les IAA. Mais là, c'est en fait finalement, d'après les échanges, assez flou. Voilà, c'est finalement quels seraient les besoins des entreprises par rapport aux différentes espèces, par rapport au rôle fonctionnel qu'elles peuvent jouer dans les produits, VS les apports nutritionnels, quel process de transformation adapter. Donc voilà, vraiment un travail à faire sur cette partie-là. Et le cinquième point, c'était la communication auprès des consommateurs, à renforcer, pour, communiquer sur les aspects, nutritionnels, l'usage des légumineuses, le guide un peu de type bonnes pratiques, également pour la restauration collective qui peut être un vrai levier. Et donc dans ce sens aussi bien comprendre les attentes des consommateurs en termes de protéines végétales. Voilà un peu les sujets,
abordées lors de ce webinaire sur l'alimentation humaine. Merci beaucoup. On va poursuivre avec, les principales conclusions qui sont ressorties à travers le webinaire, relatif à l'alimentation des ruminants. Aurélie, je te donne la parole. Oui, merci. Rebonjour à tous. Alors du coup, ce matin, dans le webinaire sur les ruminants, on a eu 2 témoignages, donc de Valérie Chailloux-Février, qui est administratrice pour Biolay, et de Sébastien Courtois, qui est administrateur pour Sodial. Et donc en amont de ces 2 témoignages qui ont été assez riches, on a pu échanger collectivement, à travers un atelier pour identifier ensemble des enjeux et des besoins pour les filières de ruminants. Donc l'enjeu principal qui est ressorti, c'est tout ce qui tourne autour de l'autonomie et de l'autosuffisance, en protéines végétales, aussi bien à l'échelle du système d'élevage qu'à l'échelle du territoire. Et donc en question, un peu sous-jacente à cette autonomie et autosuffisance, il y a des questions de traçabilité qui sont apparues, donc pour assurer l'approvisionnement pour les producteurs, mais aussi, une traçabilité en termes de qualité pour aller, jusqu'au consommateur, à titre d'information jusqu'au consommateur. Heu, donc voilà, il y a aussi dans cette notion d'autonomie et d'autosuffisance l'aspect, évidemment quantitatif, mais aussi qualitatif qui est ressorti comme étant important à prendre en compte. Le deuxième grand enjeu, c'est l'accompagnement technique des éleveurs. Donc, pour pouvoir mettre en place, notamment les bonnes espèces et variétés, et un point important qui est ressorti, c'est de pouvoir aussi s'adapter aux aléas climatiques. Et il y a également eu un point d'alerte ici très important, c'est pas oublier qu'en ruminant notamment, les prairies sont la principale source de protéines animales dans les rations. Donc, il faut aussi travailler sur, la qualité protéique dans les prairies, donc d'autant plus dans nos territoire de montagne, où on a quelques prairies temporaires, mais aussi beaucoup de prairies naturelles à valoriser. Donc il y a eu par exemple, des témoignages de Sébastien Courtois et de Valérie Chailloux-Février sur la pratique du sursemis pour, un petit peu relancer les prairies naturelles ou permanentes qui auraient pu souffrir de la sécheresse. Les questions de communication sur les démarches mises en place, donc c'est important de faire connaître ce qui est fait et de valoriser, les travaux qui sont faits à travers la communication, donc aussi bien auprès des agriculteurs transformateurs que des consommateurs. Donc voilà, bien valoriser ces démarches-là, et donc valoriser en termes d'image, c'est aussi, un moyen qui permet de valoriser le travail de l'agriculteur. Donc là, il y a le point numéro 5, qui est apparu sur l'économie des élevages, sur, le fait que l'approvisionnement local aura un surcoût par rapport aux importations. Et donc, la question était de savoir comment est-ce qu'on peut compenser, ce surcoût lié à l'approvisionnement local. Les témoins qui étaient là, donc pour Sodial et Biolay, n'ont pas mis en place de choses particulières sur le prix du lait. Par contre, en termes d'image, c'est très important pour eux de valoriser le travail des éleveurs et les efforts des éleveurs pour s'approvisionner localement, donc à travers la communication, auprès des consommateurs. On a travaillé aussi sur les besoins, donc ça répond bien, les besoins, hein, qui sont ressortis répondent bien aux enjeux identifiés. Donc avec des besoins en termes d'accompagnement technique, donc au niveau de la recherche, il y a nécessité il y a un besoin qui est apparu, c'est de mettre aussi en place des essais pour trouver les bonnes techniques à mettre en place, les bonnes pratiques. Ça passe aussi, par le conseil et la formation. Là encore sur des aspects qualitatifs, mais aussi, en production quantitative. À titre d'exemple, il y a eu beaucoup de petits post-it sur la mise en place de groupes d'échange entre éleveurs et céréaliers, avec également des actions de contractualisation qui ont été proposées. Heu, les besoins d'accompagnement, pardon, technique, ça concerne la production, mais aussi tout ce qui est stockage et transformation, notamment à la ferme. Le deuxième gros point en termes de besoins, c'est l'appui plutôt à l'investissement et au développement d'infrastructures. Donc là encore, ça concerne aussi bien le matériel agricole pour la production que la mise en place d'infrastructures pour la transformation et le stockage, soit à la ferme, soit au niveau local, à travers les acteurs de l'aval. Donc dans ces 2 cas, en termes de besoins, hein, c'est comme pour les enjeux, on n'oublie pas la partie prairie
et pâturage qui est primordial pour les élevages de ruminants. En termes de besoins et d'appui, on peut ajouter un petit point aussi qui est quand même pas mal ressorti, c'est l'appui, et l'information sur les dispositifs d'aide qui peuvent être mobilisés par les acteurs. Voilà pour moi, pour ce qui est des ruminants. Merci Aurélie pour l'aspect du coup ruminant. On va poursuivre très rapidement sur ce format-là une autre synthèse. euh, alors d'abord vis-à-vis du dernier webinaire de la matinée qui portait sur eh bien, la production de protéines végétales et on finira enfin par une synthèse relative au webinaire dédié à l'alimentation des monogastriques. Alice, est-ce que tu veux bien prendre la parole s'il te plaît? Oui, bonjour à tous. Rebonjour à tous. Donc voilà, ce webinaire sur la production des protéines végétales, il s'est terminé par un atelier donc avec les post-it. Il y en a sûrement beaucoup d'entre vous qui y ont contribué, qui était sur 4 thématiques. Donc d'abord, comment créer de la valeur. Donc là, les idées les plus aimées et reprises étaient les suivantes. Donc, organiser la production en tenant compte du potentiel du marché, relocaliser l'approvisionnement, donc ça, c'est l'idée clé de la journée, être force de proposition dans l'élaboration des plans alimentaires et territoriaux, aussi réfléchir à en dehors de la valorisation par le marché, comment valoriser les éleveurs, enfin les agriculteurs qui produisent ces protéines. Donc, comment compenser leur perte de production quand il y a des mauvaises conditions climatiques certaines années. Donc, compenser la prise de risque qu'ils ont prise et un paiement pour services environnementaux. Et donc après, en plus de ces aspects-là, il y avait le besoin de communiquer et de promouvoir les protéines végétales dans l'alimentation humaine avec des innovations, des communications produits et filières. Ensuite, donc les autres thématiques, on va pouvoir les passer plus rapidement. Il y avait un fort besoin d'outils, donc outils de tri, stockage, séchage, trituration. Donc vraiment, il y a beaucoup de besoins qui sont ressortis sur les outils, avec l'idée forcément d'avoir des outils proches des zones de production et des outils performants. Et aussi bien connaître et quantifier les besoins, donc les besoins du marché. Alors sur l'autonomie des élevages maintenant, donc un besoin de produire et de diffuser des références, donc sur les références technico-économiques concernant notamment les variétés, mais aussi tout l'itinéraire technique, vraiment creuser l'aspect économique et faire connaître largement les expériences existantes, que ce soit concernant les cultures, mais aussi le volet post-récolte. Et donc, dernière thématique, c'était se perfectionner techniquement. Donc on a pu voir qu'il y avait donc de la recherche sur l'offre variétale, peut-être aussi expérimenter d'autres espèces. Un travail aussi à faire sur l'irrigation, comment on peut gérer au mieux l'irrigation, maîtriser et diversifier les rotations. Donc toutes ces idées-là sont ressorties avec, comme ça a été dit aussi tout à l'heure, un besoin d'échange entre les éleveurs et les céréaliers sur la question des protéines. Merci Alice. Et puis on va faire une session de questions-réponses. Donc d'ici quelques instants, hein. On va d'abord finir cette phase de synthèse avec ensuite une prise de parole par Antoine Roinsard et ensuite on laissera la parole et la possibilité de répondre aux différentes questions. On va finir cette phase de synthèse par les travaux issus ce matin du webinaire dédié à l'alimentation des monogastriques. Hélène, je te laisse prendre la parole. Oui, vous m'entendez bien? Donc, Oui, on t'entend, ouais. si ça marche, voilà. Donc, pour le webinaire monogastrique, on a eu aussi plusieurs interventions. Déjà pour faire un état des lieux et un constat que les filières monogastriques sont en fort développement et vont donc avoir des besoins croissants en alimentation. Quand on regarde rien qu'en poulet, on est à plus 10% entre 2018 et 2019, plus 18% en pondeuse
et sur le porc qui a un effectif moindre, mais plus 27% également. Donc, c'est des croissances qui sont importantes et qui vont donc nécessiter des besoins alimentaires aussi importantes. Constat aussi sur la qualité sanitaire des matières premières, contexte sanitaire difficile avec l'influenza aviaire notamment, et qui implique également des contraintes d'élevage et alimentaires importantes. Au niveau de l'évolution du cahier des charges bio, on passera à une alimentation 100% bio à partir du 1er janvier 2022. Ça a été reporté d'1 an suite à la crise Covid finalement et de la réglementation. Donc, au 1er janvier 2022, il faudra une alimentation 100% bio. Il faudra donc avoir des rations équilibrées, aussi bien nutritionnelles et équilibre alimentaire. Donc, ce contexte-là conditionne aussi les besoins des animaux. Par rapport à ça, on a pas mal de recherche et développement avec des résultats qui sont encourageants, qui donnent déjà différentes pistes pour les protéines. Donc, tout d'abord, on a parlé des parcours et l'apport nutritionnel que pouvaient apporter les parcours herbeux, par du pâturage tournant, par des parcours enrichis à haute valeur protéique, et aussi bien volaille que porc, on peut apporter aussi des solutions à travers le parcours. On a parlé également des cultures innovantes qui peuvent apporter aussi plus de protéagineux. Donc, il y a eu beaucoup de travaux aussi qui ont été faits au niveau national ou par des modifications de rations alimentaires peuvent aussi apporter des résultats techniques probants et permettre ce passage à une alimentation 100% bio. Dans les enjeux qu'on a identifiés et qui sont ressortis tout de suite dans les échanges, c'est déjà la difficulté sur l'approvisionnement et la disponibilité des ressources au niveau des matières premières, parce qu'un des premiers points difficiles, c'est la concurrence entre l'alimentation animale et humaine, et notamment un rapport local et en France. Donc, c'est vrai que c'est une première difficulté qui est très importante au niveau des filières monogastriques. La deuxième, ça va être maîtriser les coûts des matières premières, puisque la charge d'alimentation des volailles et des monogastriques, la charge principale pour les coûts de production. Donc, c'est de maîtriser ces postes-là, c'est très important. Donc, ça sera toujours dans une contrainte et dans une limite de prix d'acceptabilité des matières premières dans la ration. Et puis, une autre piste, un autre enjeu identifié, ça a été de voir d'autres sources de diversification de protéines, comment on peut avoir d'autres matières premières avec des capacités de production également, des protéines concentrées en fait, que ce soit des défis techniques collectifs qu'on puisse mettre en place pour répondre à ces attentes, pour aussi générer des débouchés pour les producteurs, problématique de partager la valeur et voilà, la qualité sanitaire évidemment des matières premières. Voilà rapidement pour dresser un petit peu les échanges qu'on a pu avoir ce matin. Merci Hélène. On tenait à vous faire à prendre quelques instants quand même pour vous faire ce bilan des travaux qu'on a réalisés ce matin, parce qu'on sait que tout le monde n'a pas forcément pu y participer. Et pour ceux qui étaient déjà avec nous ce matin, vous avez dû faire un choix. Donc voilà, pour nous, c'était important de repartir de nos travaux matinaux. Avant de laisser la place aux questions, je vous rappelle tout de même que vous disposez de l'espace chat du webinaire pour pouvoir les poser, et que Alice est chargée de les collecter, de les reformuler, de les agglomérer pour qu'elles soient les plus pertinentes possibles. Et puis, en attendant de vous laisser la parole, je la donne à Antoine Roinsard de l'ITAB, qui va nous parler. Il va faire une première entrée alimentation monogastrique, et il fera une ouverture sur les ruminants et l'impact sur les matières premières agricoles. Antoine, je te donne la parole. Antoine, est-ce que tu... 2 secondes. Est-ce que c'est bon là? Oui, on t'entend bien. Vous m'entendez? Ok, très bien. Donc bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc Antoine Roinsard. Je travaille à l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Donc je suis basé à Angers et je travaille essentiellement sur le porc et la volaille.
pour l'ITAB, et j'ai notamment conduit depuis 6 à 7 ans pas mal de projets sur l'alimentation 100% bio des monogastriques. Voilà, donc là l'idée c'était d'illustrer un petit peu cette problématique de l'alimentation 100% bio avec des résultats de projets précédents, et aussi de montrer quelques éléments chiffrés d'études qui ont pu être réalisées ces derniers temps par l'IFIP, APSIS ou d'autres structures. Voilà. Alors, du coup, Thibaut, est-ce qu'on peut passer les diapos? Ou est-ce que j'ai la main? Comment? Ok, donc l'alimentation 100% bio, donc ce sera à partir du 1er janvier 2022, sauf pour les jeunes animaux, où c'est décalé jusqu'à 2026 et pas 2025 comme c'est indiqué là. Donc les jeunes animaux, pour les porcs, c'est des porcelets de moins de 35 kg, donc grosso modo ça correspond au stade deuxième âge. Et pour les volailles, c'est à définir pour chaque État membre. Et donc, a priori, ce qui serait retenu en France, c'est un âge de 18 semaines qui correspond à la maturité sexuelle des oiseaux. Voilà. Donc, en gros, pour les poules pondeuses, le passage au 100% bio aura bien lieu dès le 1er janvier 2022. Une légère nouveauté dans le règlement aussi, c'est que le lien au sol passe de 20 à 30% pour les monogastriques, avec toujours la possibilité de s'approvisionner dans région ou région limitrophe si ce n'est pas possible. Voilà, donc, en gros, en synthèse, peu d'évolution sur la partie lien au sol, qui reste faible. Donc, le passage au 100% bio, évidemment, ça pose des questions d'un point de vue équilibre nutritionnel des aliments, mais aussi agronomique pour la production de matières premières, de filières, et puis aussi économique, avec un surcoût à attendre avec des aliments 100% bio selon les espèces. Un enjeu assez fort aussi, c'est que quand on formule des aliments sans les matières premières conventionnelles, il y a une tentation assez forte d'incorporer beaucoup de tourteaux de soja pour des questions techniques. Voilà, donc il y a un enjeu à essayer de diversifier les matières premières en 100% bio, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis aussi un enjeu très fort, c'est de garantir un niveau élevé d'autonomie en protéines biologiques en France. Voilà, mais on verra que pas que, parce que c'est vrai que le sujet principal aujourd'hui, c'est l'autonomie en protéines, mais les filières grandes cultures en bio sont aussi déficitaires en céréales pour la nutrition des animaux. Donc voilà, de mon point de vue, il faut aussi avoir en tête que la problématique n'est pas seulement sur l'approvisionnement en protéines. On peut changer de slide. Voilà, donc là, c'est un petit graphique qui vous montre, donc en vert, on a les principales ressources de protéines disponibles en bio, donc pois, févrole, tourteaux de tournesol, tourteaux de soja. Voilà, donc j'ai mis un graphique avec la lysine totale, donc c'est le principal acide aminé limitant en porc et volaille. Donc en fait, en apportant des ressources de protéines, on essaye d'amener cet acide aminé. Donc plus la source de protéines est riche en cet acide aminé, plus elle va être intéressante techniquement. Je simplifie, mais gardez ça en tête pour l'instant. Donc le deuxième acide aminé limitant va être sur la méthionine. Et donc en vert, on a les matières premières biologiques qui sont disponibles. Donc on voit en dernier, on a le tourteau de soja, qui est à la fois la matière première la plus riche en lysine, d'assez loin, et après kiff-kiff avec le tournesol pour la méthionine. Et en violet, on a les matières premières conventionnelles qui sont utilisées actuellement, donc le concentré protéique de pommes de terre en violet foncé, le gluten de maïs en violet clair. Et donc on voit qu'avec ces matières premières très concentrées en protéines, on a des niveaux d'acides aminés qui sont bien supérieurs à nos matières premières bio. Et j'ai aussi mis en orange des farines de poisson qui sont autorisées, les monogastriques étant les porcs et les volailles étant des omnivores. Et donc les levures de brasserie aussi qui peuvent être assez intéressantes dans certains cas. Voilà, donc on voit qu'en passant au 100% bio, on se prive de matières premières très concentrées en protéines et du coup qui amène des acides aminés essentiels qu'on va trouver, en tout cas dans un premier temps, surtout dans le soja. Donc on voit avec les diagrammes verts. Et voilà, donc si on passe à la diapo suivante, donc voilà, à court terme en 100% bio, le soja, c'est la référence pour répondre aux besoins des animaux.
Donc, voilà, si on veut maintenir des performances techniques comme actuellement, voilà, c'est important d'utiliser du soja, et le passage au 100% bio augmente cette dépendance, en tout cas dans un premier temps. Alors, comment on peut faire pour essayer de diminuer le besoin en tourteaux de soja? Donc, on a fait différents essais, je ne vais pas tout vous présenter. Là, je prenais juste un exemple donc, pour de la production porcine. Donc, en 100% bio, c'est assez compliqué de faire un aliment deuxième âge sans avoir des taux très élevés de protéines. Donc, du coup, on a testé en fait, de squeezer l'aliment deuxième âge des porcelets et d'être sur un aliment unique. Donc, il y avait déjà eu des travaux en Suède qui montraient que le porc est en mesure d'effectuer une croissance compensatrice généralement entre 50 et 70 kg. Voilà, donc c'était ça qu'on avait souhaité tester. Et donc, grosso modo, l'aliment deuxième âge est plus riche en soja et l'aliment croissance est plus riche en poids. Donc, quand on bascule sur un aliment croissance unique, donc là, dans l'essai qu'on a fait, on avait eu des poids d'animaux comparables, une même consommation d'aliments, grosso modo. Donc, du coup, pour un aliment qui était plus pauvre en tourteaux de soja, en bilan matière première, on a économisé du tourteau de soja. Donc là, on voit ce que tu peux passer, Thibaut, pour avoir les… Ah non, reviens, je pensais que j'avais mis des pourcentages. Donc non, en valeur absolue, donc on voit que donc là, on est en kilogrammes par porc. Donc on voit que pour l'alimentation unique, donc simplifiée, on a utilisé 36,4 kg de poids contre 29,8 pour 2 phases alimentaires. Et à l'inverse, au lieu d'utiliser 50 kg de tourteaux de soja, on en a utilisé 43,2. Alors, ce n'est pas spectaculaire, mais ça fait quand même des deltas de l'ordre de 15 à 20% de mémoire. Donc, ça peut être des pistes intéressantes, évidemment, à combiner avec une diversification des matières premières qui peut aussi permettre de limiter la part de soja dans les formulations alimentaires. Donc, si on passe à la diapo suivante, donc ça, c'est pour vous indiquer qu'on a créé un site internet qui s'appelle Alimentation des monogastriques en agriculture biologique, sur lequel vous pourrez retrouver voilà, pas mal d'informations techniques, à la fois sur la production de protéines et sur des essais alimentation qui ont été réalisés donc là, dans le cadre, par exemple, du projet Secalibio. Mais en fait, on a fait une plateforme où sont rassemblés les résultats de différents projets de différentes structures, ce qui permet d'avoir une information synthétique à un seul endroit. Voilà, donc on peut passer. Je vous ai parlé en introduction aussi de l'importance des céréales. Là, j'ai repris des chiffres des collectes bio des statistiques France Agrimaire. Donc, j'ai pris pour le blé tendre, l'orge, le triticale et le maïs. Et donc, c'est le pourcentage d'importation sur toutes les utilisations. Donc, attention, par exemple, pour le blé, les utilisations alimentation humaine sont aussi inclus dedans. Ce n'est pas que pour l'élevage. En fait, ça, l'idée, c'est d'illustrer que voilà, il y a une problématique protéine qui est évidente, mais en céréales aussi, si on veut faire du sourcing France, ce n'est pas si simple. Et il y a aussi besoin de développer de manière importante les volumes en céréales. Donc, orge et triticale, qui sont pas mal à destination de l'alimentation animale, et le maïs. À titre d'exemple, les céréales, selon le stade des animaux, c'est une matière première qu'on utilise entre 50 et 75% dans les aliments. Donc, en fait, ça fait des volumes importants. Et donc, c'est important d'avoir aussi des sourcings français si on veut mettre en avant une alimentation locale. Et en quantité, généralement, ça peut être plus, par exemple, que du soja à relocaliser. Voilà. Et puis, peut-être aussi pour le blé, le son issu donc un coproduit de l'alimentation humaine, le son est aussi très utilisé en alimentation animale bio. Et donc, si le blé panifiable et importé, ça veut dire que le son derrière aussi ne peut pas être tracé France. Voilà. On peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous disais, il y avait eu différents travaux qui ont été effectués en fait, quand il y a eu les états généraux de l'agriculture. Il y a eu des plans de filière qui ont été définis pour différentes productions. Donc, c'était un petit peu fait par catégorie. Il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de concertation entre les filières. Et du coup, il y a eu pas mal de travaux qui ont été faits par différentes structures pour essayer de voir la faisabilité d'un approvisionnement français en matières premières avec le développement qui était prévu des différentes filières, donc que ce soit label rouge, bio, etc. Et aussi la partie développement des filières
en grande culture. Donc, les différents graphiques que vous voyez là, en fait, c'est une projection. Ce que ça veut dire, c'est que si, en vert, si les filières bio atteignent les objectifs qui sont fixés par les plans de filière, vous avez ici les besoins totaux en alimentation concentrée. Donc, on a une base en vert clair de 2016 et ensuite, on a 2022. Voilà. Donc, ça permet d'illustrer essentiellement que pour les œufs, hein, on a très vite atteint les objectifs de développement. Ça, c'était pour vous montrer que les plans de filière, en fait, le corollaire, c'était qu'il y avait une augmentation très forte des besoins en alimentation concentrée si on voulait répondre aux objectifs fixés par les plans de filière. Et on peut prendre l'exemple du porc où le plan de filière fixait un objectif à 5% de la production porcine. Et donc, vous voyez, là, ça faisait exploser hein, les besoins d'aliments parce que du coup, on passait de 50 à 60 000 à 500 000. Donc, du coup, ça a été corrigé en proposant une augmentation tendancielle de 20% par an, ce qui est déjà très fort. Voilà, donc du coup, les objectifs élevés de développement des filières d'élevage bio, mais derrière, voilà, en termes de grande culture, comment on fait pour répondre à ces besoins-là? Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà, donc là, c'est donc le même travail avec un zoom sur les besoins en soja. Voilà, donc en orange, on a la production française qui est allouée en soja bio, allouée à l'alimentation animale. Et en bleu, on a des estimations des besoins en équivalent graines de soja pour l'alimentation animale. Alors, c'est des estimations qui sont compliquées à faire. On prend un petit peu des formulations moyennes. Voilà, donc on n'est pas à 10 000 tonnes près dans ce genre de calcul, hein, et c'est pour donner un ordre d'idée. Et ici, ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que si on prend les projections d'évolution de filières d'élevage bio et en parallèle de grande culture, dont le soja fait partie, et bien en fait, on a une augmentation du déficit en soja si chacun répond à ses objectifs. Donc ça, voilà, ça permet aussi d'illustrer le besoin de concertation qu'il y a entre les filières animales et les filières végétales pour que les objectifs de développement de ces filières puissent bien être en concordance et qu'on puisse proposer des aliments qui soient le plus local possible. Voilà, est-ce qu'on peut changer? Voilà. Ok, donc là, c'est la répartition de la production d'aliments bio selon les grandes espèces animales. Là, l'idée principale, c'est de se dire, vous voyez que les pondeuses, c'est 56% du marché de l'alimentation animale. On passe au 100% bio en pondeuse dès 2022. Donc, il y aura un impact très fort sur le marché des matières premières parce que les pondeuses sont la majorité des débouchés pour l'alimentation animale. Donc, il y aura un impact très significatif avec le passage au 100% bio. Là, je vous avais fait un petit zoom sur un essai alimentation qu'on a mené en partenariat avec des fabricants d'aliments, l'Itavi et l'INRA. Donc, l'objectif, c'était de se dire, si demain, on doit faire un aliment 100% bio en pondeuse, avec comme objectif d'avoir les meilleures performances technico-économiques possibles, voilà, quels seraient les impacts à la fois en termes de matières premières et d'impact économique. Donc, du coup, on avait consulté plusieurs fabricants d'aliments pour avoir leur avis et on a pu proposer des formulations alimentaires qui pourraient ressembler à ce qui serait fait en 100% bio. Voilà, donc on avait un aliment témoin 95% bio entre guillemets classique, donc avec du gluten de maïs et du concentré protéique de pommes de terre. Donc ensuite, j'ai décliné les principales matières premières. Ça illustre un petit peu ce que ça veut dire de faire des aliments 100% bio en pondeuse. Donc nous, dans notre cas, donc si on prend la case, la févrole 95% bio, vous voyez, il y a deux pourcentages, 0 et 8%. Le 0, ça correspond au début de ponte et 8% à la ponte. Il y avait deux aliments différents pour les pondeuses. Donc, on voit qu'en 100% bio et en 95% bio, dans les deux cas, on ne mettait pas de févrole dans les aliments début de ponte. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'en mettre. Ça veut dire qu'en termes d'optimum technico-économique, la févrole ne rentrait pas. Et ensuite, on peut monter jusqu'à 8% en 95% bio et on plafonnait autour de 2,5% pourcentage de févrole en 100% bio, sachant qu'on a un petit peu forcé la févrole pour qu'elle rentre dans les formulations. Si ensuite on prend le soja,
Donc, dans l'aliment 95% bio, on en avait 15,3% en tourteau et dans le 100% bio, 18,3%. Et pour l'aliment de ponte, on était à 8,5 en 95% bio et on était à 14,5 en 100% bio. Donc là, un écart significatif d'utilisation de tourteaux de soja. Voilà, pour compenser l'arrêt d'utilisation de gluten de maïs et de concentré protéique de pommes de terre. Et si on prend le tournesol, donc là, on avait aussi une augmentation très forte du tournesol. Donc on montait à 15 et un peu plus de 10 dans les deux aliments en 100% bio. Donc, grosso modo, pour faire des aliments 100% bio en pondeuse avec les matières premières disponibles, on va dire entre guillemets à court terme, grosso modo, pour avoir un optimum technico-économique, on augmente le soja et le tournesol et c'est difficile de maintenir des taux élevés de protéagineux. Le coût à la tonne des aliments ont navigué entre un surcoût de 1,5 à plus 0,4%. Les résultats techniques de production étaient comparables, sauf l'indice de consommation, donc ce qui a un impact très important après sur le prix final. Et donc, notre bilan économique était négatif. On avait calculé un surcoût de l'ordre de 6 à 7% pour un aliment 100% bio. Voilà. Donc là, sachant qu'on ne s'était pas imposé d'avoir du tourteau de soja origine France, par exemple, qui a un coût plus important que du tourteau de soja import. Donc là, c'est quand je vous donne un chiffre de surcoût en 100% bio, c'est sans contrainte particulière sur le sourcing des matières premières, sachant que d'être sur des sourcings 100% France en matières premières, ça peut générer plus de surcoût que le passage au 100% bio. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc si on zoome un petit peu sur l'impact du 100% bio sur l'utilisation de protéagineux, parce qu'on a beaucoup de protéagineux qui sont produits en agriculture biologique, et il y a un vrai questionnement sur peut-on les utiliser de manière importante avec les nouvelles contraintes réglementaires. Donc en porc, les poêles à férol peuvent être utilisés à des taux élevés. On a fait des essais où on pouvait combiner en total, en mettant poêle à férol, on pouvait monter à 40 et 45%, grosso modo, donc 20 et 25 de chaque. Grosso modo, donc en porc, on a de la place pour utiliser beaucoup de protéagineux et sans doute un petit peu plus que ce qui peut être fait en moyenne actuellement en France. Poêle à férol, ça peut être aussi utilisable en vache laitière en tant que correcteur azoté, même si on n'a pas les niveaux de mélange de tourteaux d'oléagineux. Et après, c'est d'autant plus intéressant si c'est toasté pour les vaches laitières. Voilà. Et donc, en volaille, l'utilisation est faisable, mais un petit peu plus difficile. Donc, en poulet croissance et finition, même en 100% bio, on peut réussir à monter un petit peu plus de 10% de poids. Par contre, c'est difficile à conserver en poule pondeuse, comme on a pu le voir précédemment. Et comme les poules pondeuses, c'est vraiment une grosse partie du marché de l'alimentation animale, voilà, il y a une réelle difficulté potentielle à valoriser les protéagineux. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Voilà, donc une fois qu'on a dressé un petit peu ce panorama, de quelles alternatives on dispose pour essayer de mieux faire matcher les besoins des animaux et les matières premières disponibles. Un point qui me semble vraiment important, c'est d'améliorer la qualité des matières premières biologiques qui sont disponibles par la mise en place de procédés technologiques. Donc, par exemple, décortiquage de tourteaux de tournesol qui permet d'améliorer l'extraction de l'huile, d'augmenter la teneur en protéines et d'être sur un tourteau qui a une valeur technique supérieure à des tourteaux, on va dire, classiques. Voilà. Et aussi, un élément qui peut être intéressant, c'est si on fait l'hypothèse qu'il risque d'y avoir un petit peu trop de protéagineux, un moyen de les valoriser, ça peut être aussi de faire des concentrés protéiques de protéagineux, ce qui leur redonne un vrai potentiel technique pour se substituer au tourteau de soja. Voilà, donc développer des matières premières alternatives pour diversifier les aliments. Bon, larves d'insectes, si un jour ça peut être autorisé, il y a des discussions en cours au niveau européen, même si ça pose d'autres questions en termes de cahier des charges 100% végétaux notamment. Des tourteaux secondaires de type cameline, colza, voire sésame. Donc le fait de pouvoir diversifier les sources de matières premières aussi, ça permet de contribuer à un bon équilibre des aliments en 100% bio. Valoriser des fourrages pour limiter les consommations d'aliments, donc en particulier en production porcine et aussi éventuellement en poulet
poulet finition quand il y a des parcours qui sont bien pourvus en fourrage. Voilà, développer des conduites alimentaires qui permettent de diminuer la quantité de soja consommée. Je vais vous donner l'exemple de l'aliment de croissance unique, donc en porc, qui visait à miser sur la capacité de croissance compensatoire des porcs. Et par exemple, en poulet, les essais qu'on a fait, c'est une démarche inverse, parce que les poulets n'ont pas cette capacité de croissance compensatrice, ou en tout cas beaucoup plus limitée que ne peut avoir le porc. Et donc, les essais qu'on avait fait, l'idée, c'était d'augmenter le nombre de phases alimentaires pour sécuriser les performances de croissance pendant les périodes de la vie de l'animal où il est le plus jeune. Et ensuite, en phase de finition, là où il consomme le plus en quantité, de se permettre d'avoir des aliments moins riches en protéines et donc en soja, dans la mesure où ils avaient fait des performances de croissance satisfaisantes, voire plus élevées qu'attendues au début. Et donc ça, en bilan matière première, ça permet de diminuer l'utilisation de soja, parce que pour vous donner un ordre d'idée, un poulet démarrage, il va manger 750 grammes d'aliments grosso modo, alors qu'en finition, on va être sur 3,5 kg. Donc, on a peu d'intérêt à jouer sur le soja pour le diminuer en démarrage. On a plutôt intérêt à maximiser les performances à ce stade-là, quitte à recourir à beaucoup de soja et en début de croissance. Et par contre, en finition, là où il mange beaucoup, il y a un gros impact de diminuer de quelques points le soja, parce que c'est là où il consomme le plus d'aliments. Voilà, et puis un dernier point, et ensuite on pourra prendre les questions. D'autres pistes aussi, hein, c'est déjà disponible sur le marché, mais des additifs qui peuvent permettre d'améliorer la valorisation par les animaux des acides aminés, en particulier l'aldine et la méthionine, qui sont des acides aminés limitants. Et puis voilà, je mets aussi un peu avec un point d'interrogation, parce qu'il y a des travaux là-dessus par des opérateurs en Allemagne notamment, de travailler sur des acides aminés biocompatibles. Donc je mets biocompatibles entre guillemets, parce que les acides aminés industriels, synthèse ou biosynthèse, sont interdits en agriculture biologique. Voilà. Mais il y aurait sans doute possibilité de proposer des produits. On ne serait pas sur des acides aminés purifiés comme en conventionnel, en attendant de proposer des produits qui pourraient être biocompatibles et intéressants d'un point de vue technique pour l'alimentation des monogastriques en agriculture, en agriculture biologique. Voilà, est-ce que j'ai une autre diapo? Oui, voilà, donc ça c'était peut-être une dernière, un petit peu des réflexions pour élargir aussi sur l'allocation des ressources de protéines. Vous avez vu, hein, je vous ai expliqué qu'en volaille, c'était difficile, notamment pondeuse, de se passer de tourteaux de soja. En porc, on a un peu plus de flexibilité. Et après, il y a aussi les ruminants. Et donc, moi, je me pose aussi un petit peu c'est peut-être pour lancer les discussions, mais il y a sans doute, avec les contraintes qu'il y aura avec le 100% bio et la pression qu'il y aura sur les matières premières, est-ce qu'il ne faut pas aussi travailler sur mieux hiérarchiser les sources de protéines à qui on les donne, c'est-à-dire que pour des monogastriques qui ont besoin de protéines haut de gamme, entre guillemets, est-ce qu'on ne peut pas plutôt favoriser les tourteaux de soja? Et par exemple, pour les ruminants, travailler plutôt sur des protéagineux toastés qui vont être bien valorisés aussi par les ruminants et qui permettent peut-être d'améliorer aussi le débouché des protéagineux. Donc, c'est un exemple, il y en a d'autres, mais si on prend ce cas-là, les enjeux sont déjà d'avoir des unités, soit à l'échelle collective de ferme ou à l'échelle industrielle, de toastage de protéagineux. Et après, il y a aussi comment on met à disposition des éleveurs qui achètent des correcteurs azotés, soit des fabricants d'aliments, mais surtout quand ils les achètent de manière indépendante à des courtiers, comment on met à disposition des correcteurs azotés sur une base de protéagineux, parce que c'est vrai que ça reste dans l'offre de correcteurs azotés ou de matières premières pour des éleveurs de ruminants. C'est vrai que c'est assez facile de tomber sur du tourteau de soja, de s'approvisionner. C'est plus compliqué pour des protéagineux toastés qui ont pourtant un vrai intérêt technique en correcteur azoté pour les ruminants. Je vais en rester là. J'avais juste prévu quelques autres diapos selon les questions qui seront posées. Merci beaucoup Antoine pour cette présentation. On va prendre un petit moment pour répondre aux éventuelles questions, remarques, commentaires, alors à la fois sur la présentation d'Antoine, mais également sur les synthèses qui ont eu lieu avant sa prise de parole. Alice, est-ce que tu as peut-être noté des choses intéressantes dans le chat? Oui, alors je pense que ça a éveillé notre curiosité là quand vous disiez Antoine, vous avez estimé le surcoût du passage de l'alimentation
95% bio à 100% bio. Et puis en disant ensuite que si on passait à du 100% bio origine France, ce serait encore un autre surcoût. Du coup, voilà, c'est peut-être une question, c'est comment on estime qu'il y a une fourchette, enfin voilà, ou est-ce qu'on peut avoir une estimation de ce surcoût-là si on veut passer au 100% bio origine France. Et il y a donc Stéphane Travard qui avait noté un commentaire dans ce sens-là. Donc avec un exemple de tourteau de soja. Donc ce qu'il a noté, c'est que si donc avec du soja bio avec une prime de plus 100 à plus 200 € la tonne, si on passe d'un tourteau de soja d'import à un soja français, pour une formule dans laquelle il y aurait 10% de soja, pour lui, le surcoût serait de plus 10 à plus 20 € la tonne. Alors, je ne sais pas si c'est clair et s'il y a d'autres estimations possibles là-dessus. Effectivement, ça dépend du type de formulaire d'aliments, mais on avait pu l'estimer dans le cadre d'un autre travail là, que c'est Calido, donc c'était pour des porcs, que le 100% bio et surtout le 100% France, on pouvait être sur des surcoûts de l'ordre de 30 jusqu'à 50 € la tonne, avec notamment un impact fort de la partie céréales. Oui, d'accord, avec les céréales aussi. Et donc une autre remarque que vous voyez peut-être tous là dans le chat, c'était sur le son de blé bio, avec la problématique de certains moulins qui n'auraient pas de cellules bio à dédier spécifiquement à l'origine France et qui parfois étaient obligés de mélanger du son de blé bio France et d'autres pays de l'UE. Donc ce qui ne permettait pas toujours de valoriser un son de blé origine France. Voilà, donc un problème de cellules pour avoir cette gamme-là. Et ça, c'était plus une remarque qu'une question, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Peut-être que Juste pour le son, effectivement, même déjà d'avoir du son bio, c'est pas pour les grosses meuneries de s'embêter à différencier. Les sons, c'est pas si vieux que ça déjà. Donc c'est vrai que c'est une étape supplémentaire de traçabilité qui n'est pas forcément à ce stade facile à mettre en œuvre d'avoir du son France, quoi. Déjà, il y a du son bio et c'est pas si vieux. merci beaucoup pour ces échanges. Est-ce que peut-être quelqu'un dans ce webinaire, un participant, souhaite peut-être prendre la parole ou réagir directement, puisqu'on a encore quelques instants qui peuvent être utilisés pour les questions? Ah, il y a une question dans le chat d'Edith Lemercier. Est-ce que le toastage de pois et de févrole présente un intérêt pour les monogastriques? Alors, l'intérêt technique est pas inexistant, mais assez faible. En fait, les facteurs antinutritionnels que l'on peut avoir dans le pois et la févrole, il y a juste dans le pois où on peut en détruire en chauffant. Par contre, le fait de toaster, on va améliorer légèrement la valeur énergétique et un petit peu la digestibilité de la protéine. Il y a aussi un risque, si le toastage est mal réalisé, de dégrader cette digestibilité de la protéine. Donc, il peut y avoir un intérêt technique, mais il faut que le coût du toastage soit vraiment faible, parce que l'intérêt technique est assez faible. Donc, j'avais à peu près calculé, il fallait que ce soit moins de 20 €, quoi, grosso modo. Ok, merci beaucoup. Je vois également qu'il y avait une autre question. Oui, il y a une question. Est-ce qu'on va parler cet après-midi d'alimentation humaine? Alors oui, effectivement, ce début d'après-midi, on faisait un petit rappel sur les webinaires du matin. On a parlé davantage de la synthèse qu'a fait Bastien de l'alimentation humaine et on va parler dans l'animation qui va suivre de l'alimentation humaine également. Et d'ailleurs, ça devrait pas trop tarder. L'animation ne devrait pas tarder à arriver, justement. On a peut-être une dernière petite question. Allez, bah vas-y, pas de Sur problème. Est-ce qu'il y a eu des essais de toastage chez les petits ruminants, à votre connaissance? Alors, je ne sais pas du tout. Pour les petits ruminants, non.
Bon, on peut essayer de se renseigner par ailleurs pour, Ouais. voilà, informer les participants quand on diffusera le compte-rendu. Éventuellement, une dernière question avant de passer à l'animation? Ok. Bon, eh ben, écoutez, c'est parfait. Donc moi, je vais passer les quelques diapositives que tu avais préparées dans le besoin, Antoine. Voilà, donc question-échange, on vient de le faire. Donc, on a une animation à réaliser qui consiste à remplir un sondage Klaxoon. Je vais vous mettre dans l'espace chat, à moins que vous puissiez cliquer directement sur ma diapositive, mais j'en doute, le lien internet. Alors attendez, il faut que je coupe la version, voilà. Euh, le lien internet. Alors attendez. Paf. Je vous demande quelques instants pour aller le chercher. Paf, il est là, copier. Je vous mets dans l'espace du coup chat le lien internet sur lequel vous pouvez cliquer directement pour rejoindre l'animation. Donc, en gros, comment ça va se passer et pourquoi on fait une animation de ce type à présent? C'est très simple. Ce matin, si vous voulez, nous avons mis en exergue un certain nombre de problématiques, d'enjeux et de besoins autour de la protéine végétale biologique, qui sont chacun à chaque fois spécifiques de votre situation sur la chaîne de production. Nous, donc les structures organisatrices qui sont la Chambre régionale d'agriculture, le pôle biomassif central, le cluster bio, la FRAB et la coopération agricole, nous avons la faculté d'essayer d'améliorer l'existant et de travailler à on va dire une amélioration des problématiques que vous pouvez connaître sur le terrain, mais nous avons aussi besoin de prioriser ces enjeux et ces actions. Donc, c'est un petit peu l'objet de ce dont on va vous demander à présent. Donc, est-ce que vous avez vu le lien internet que je vous ai laissé sur le chat? J'ai pas Non, je pense l'impression. que tu l'as pas mis à tout le monde, Thibaut. Oui, effectivement, je ne l'ai pas mis à tout le monde. Je m'excuse, paf. Je vous le repositionne. Je vous invite à cliquer dessus directement. Vous allez arriver sur une page internet qui va vous demander un pseudo. Mettez tout simplement votre nom, votre prénom, ça ira très bien. Et puis, voilà, cochez les différentes cases, accepter, conditions générales, etc. pour arriver sur la capsule en question. Donc, le fameux sondage. Je vois que les gens arrivent les uns après les autres. Une fois que nous serons tous connectés, je la démarrerai. Donc, on est à 30 participants pour le moment. Il faut qu'on monte à peu près jusqu'à 60 puisque nous sommes à peine plus sur le webinaire. C'est assez rapide, il y a 8 questions différentes, donc c'est un sondage tout simple comme vous avez l'habitude d'en voir avec des cases à cocher, des espaces un petit peu dédiés pour vous exprimer de façon plus globale. Et puis c'est aussi des exercices pour hiérarchiser les enjeux qu'on a identifiés à travers les différentes animations de la journée. On fera une synthèse des conclusions de ce sondage dans un deuxième temps lorsqu'on vous enverra le compte-rendu. Mais on est censé également pouvoir, si l'application fonctionne correctement, les commenter en direct à l'issue voilà, de cet exercice. Donc, je vais lancer la capsule. Donc, vous avez à l'écran différents types de questions. Vous commencez par celle qui est tout à gauche. Donc, voilà, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont commencé à la compléter. Donc, n'hésitez pas à répondre aux questions et à y aller à votre rythme, puisqu'il n'y a pas de difficulté pour que les uns et les autres suivent l'exercice voilà, indépendamment d'un chronomètre, etc. Je ne me rends pas bien compte, est-ce que l'application est lisible? Est-ce que vous y accédez? Vous avez... Ça fonctionne, hein. Ok. Et du coup, pour compléter ce que tu disais, Thibaut, c'est vraiment, voilà, vous allez avancer à votre rythme au fil de l'eau. Il y a plusieurs questions, vous validez et ensuite vous passez sur, la deuxième question. On est vraiment autonome.
Si vous avez des difficultés pour, utiliser cet outil-là, surtout exprimez-vous qu'on puisse vous aiguiller. Donc l'idée, c'est de se prendre quelques instants pour que tout le monde puisse y jeter un œil. Et de base, je vais vous nous donner quelques minutes aussi, donc si vous avez fini, avant tout le monde, finalement, bah, ça vous fera quelques minutes de pause, le temps que les derniers, complètent, le sondage. Vous constaterez qu'à la page 6, il y a une question qui consiste à hiérarchiser des enjeux. À ce moment-là, vous pouvez faire tout simplement un cliquer-déposer avec les différents enjeux qui vous sont proposés, en partant du principe que celui qui est tout en haut est le plus important.
Je sais que les quelques questions sont assez longues, donc vraiment pas de panique, hein, prenez le temps tout simplement, voilà. N'hésitez pas à écrire dans le chat quand vous avez terminé pour nous donner une idée de vos avancements, même si là, on pense que globalement sur la question 6, il y en a déjà une grande majorité d'entre vous qui ont terminé. Il y a une question, quelqu'un a du mal à valider ses réponses car l'adresse mail est considérée comme invalide. Heu, que faut-il faire? Alors déjà, premier élément de réponse, peut-être, est-ce que l'adresse mail est correctement rédigée? Voilà, peut-être qu'il y a un espace ou un point virgule, enfin un caractère qui est pas pris en charge par les adresses mail. Sinon, ben, malheureusement, j'ai pas de solution technique. L'autre solution, ce serait de changer d'adresse mail et peut-être exceptionnellement mettre une adresse mail perso, mais malheureusement, je vois pas d'autre solution. Il est possible qu'elle ne soit pas non plus nécessaire, à voir en fonction des cases à cocher pour valider vos réponses.
Alors, il semblerait qu'on ait globalement tous fini de compléter le questionnaire. Certains ont encore des difficultés, notamment l'application demanderait des mots de passe. Normalement, ce n'est pas normal. Il n'y a pas besoin de mots de passe pour compléter cette animation. Peut-être que le mot de passe est ni plus ni moins que le code d'accès pour l'animation en tant que telle. Donc, si c'est le cas, eh bien, je vous le remets dans l'espace chat donc disponible pour tout le monde. Voilà, c'est peut-être une solution, mais ça m'étonne beaucoup puisque certains ont. Enfin, j'ai l'impression que la majorité n'ont pas eu ce souci-là. Donc, bon, essayez voir avec ce code que j'ai mis dans l'espace chat, voir si ça fonctionne. Ok, alors il y a un mot de passe qui est définitivement demandé. Là-dessus, c'est Sophie Dumas qui est concernée. Effectivement, Anne précise que la demande d'adresse mail, et Anne a raison, et le code d'accès ne sont demandés que pour se créer un compte Klaxoon. Donc effectivement, ce n'est pas obligatoire. Normalement, quand vous cliquez directement sur le lien qu'on vous avait donné, le lien internet directement pour accéder à l'application, cela ne vous, voilà, cela vous dispensait de vous identifier avec mail plus code d'accès. Donc, on va laisser dans tous les cas, bien entendu, l'application ouverte pour que les dernières personnes qui n'ont pas fini de compléter le sondage puissent le faire sans difficulté. Moi, ce que je vais vous proposer en attendant, c'est d'arrêter le partage du PowerPoint et de vous partager pour le coup les résultats de ce sondage. Comme ça, on pourra les commenter directement. Alors, écran partagé, paf, webinaire, tac. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui, ça marche. OK, super. Alors attendez, j'ai juste un petit souci de mon côté. Oui. OK. Bon, alors c'est parti. On va lire la capsule et on va dérouler un petit peu ensemble les premiers éléments de réponse. Comme je le disais en introduction à l'animation, eh bien, bon, c'est une première analyse qui va nécessiter qu'on y passe davantage de temps après ce webinaire-là. Donc, on va faire ce premier travail de façon collective. Mais dans tous les cas, vous aurez un compte-rendu détaillé avec voilà, des conclusions consolidées par rapport aux résultats de ce travail. Donc, alors vous voyez tous mieux mon écran comme on l'a dit. À la question, selon vous, quels acteurs doivent s'impliquer en région en 2021 dans l'objectif de structurer une filière basée sur l'approvisionnement en protéines végétales bio et locales? Si je bascule sous ce mode d'affichage, bon bah voilà, on se rend compte qu'il y a quand même 5 structures pardon, qui sont importantes pour vous. La plus importante serait évidemment les structures telles que les nôtres, celles qui organisent ce type de webinaire. Ensuite, on a tout ce qui est institut de recherche et développement, les institutions, donc la région, la DRAF, les départements, mais plus globalement également les collectivités. Les collecteurs, transformateurs et distributeurs qui sont limite plus importants dans vos résultats que les structures d'accompagnement du développement agricole. Et puis, bien entendu, les agriculteurs. Donc, ce sont les réponses prioritaires. Ensuite, on a comment ces différentes organisations peuvent, selon vous, s'impliquer sur ce sujet. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de surprise. Quand on regarde pour les structures d'accompagnement du développement agricole, on les attend bien évidemment sur l'organisation de journées comme celle-ci hors priorité, mais aussi sur la structuration de formation. Voilà. Sur les instituts de recherche et de développement, là encore, pas de surprise, mener des projets de recherche et de développement. Et puis aussi organiser des journées techniques. Donc s'associer à ce type d'événement. C'est, pour information, le pôle biomassif central s'assimile à un institut de recherche et de développement. Donc voilà, on les avait mis un peu dans cette case-là.
Les institutions sont attendues, bien évidemment, on s'y attendait aussi sur la mise à disposition de financement, mais aussi ce qui est intéressant, c'est l'organisation de journées d'échanges techniques. Et il y a également un petit 13%, voilà, la mise en place d'une instance d'échange pour avancer collectivement. On pourra en reparler, dans les autres questions, de ce sondage puisqu'on a déjà abordé enfin, on a reposé la question différemment. Je pense que c'est, qu'à travers ce type d'échange, ce seraient des espaces un petit peu, spécifiques et privilégiés pour pouvoir justement, mener des travaux de structuration de filière en englobant tous les acteurs, mais on va pouvoir en reparler. Pour information, à mes collègues, organisateurs, je n'ai plus du tout accès au chat, donc s'il y a des questions, je compte sur vous pour m'aider. Sur la question des collecteurs, transformateurs et distributeurs, ils sont attendus bien alors, essentiellement sur, l'élaboration d'outils, pour, voilà, trouver les bons équilibres logistiques, organisationnels adéquats à la structuration des filières. Derrière, on peut mettre beaucoup de choses. Ça peut être, par exemple, des outils de suivi, de planification, pardon, de ce qui va être mis en marché, par exemple et à travers des espaces d'échange justement pour étudier les évolutions des besoins notamment. Il y a aussi, pas mal d'attentes en matière de, la participation aux projets de recherche et de développement. Hem et puis également des attentes, surtout sur, les journées techniques d'échange, la mise à disposition de financement et puis qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ouais, l'élaboration des outils pour favoriser l'interconnaissance des acteurs. Ça, c'est un petit peu moins important, mais c'est quand même ressorti. C'est intéressant ce type de travail puisqu'on se rend compte des différentes attentes auprès des différents acteurs. Les agriculteurs sont attendus de façon majoritaire sur la mise en place d'instances d'échange pour avancer collectivement. OK. Donc structurer l'amont agricole et la faculté à produire. Mais il y a aussi la participation aux journées d'échange technique et mener des projets de recherche et de développement. D'accord. Les enseignements agricoles est attendu sur, essentiellement le volet, structuration de formation, mais également à la participation à des projets de recherche et des journées d'échange techniques. OK, donc on voit qu'il y a des choses qui reviennent beaucoup, et d'autres qui reviennent beaucoup moins. Les consommateurs également sont, selon vous, à associer pour, d'accord, avancer collectivement sur la structuration des filières. Donc j'imagine que derrière, c'est plutôt des notions de prix et de répartition de la valeur, mais peut-être aussi à à creuser ensemble après coup. Et puis, ensuite, on a tout ce qui est, voilà, au global, si vous aviez à prioriser peut-être un besoin vis-à-vis de tous les acteurs que nous avons listés, eh bien, cela concernerait la mise en place d'instances d'échange. OK, pour avancer collectivement, donc je présume encore une fois sur la structuration de filières, avec l'organisation de journées d'échange techniques. OK. Est-ce qu'il y a des questions spécifiquement sur cet aspect-là? Là, je fais appel à mes collègues animateurs puisque j'ai plus du tout accès au chat. Non, il n'y a pas de questions, OK. vis-à-vis de ce que tu viens de présenter. Bon, on va pas prendre le détail de tous les expressions, les informations que vous avez pu nous renseigner dans l'espace de discussion libre puisqu'on va y passer l'après-midi, mais on vous fera une synthèse, dans le compte rendu. En majorité à avoir répondu à cet exercice, vous êtes, des OPA, mais on a aussi une forte part de tout ce qui est coopérative, entreprises agroalimentaires, instituts de recherche, voilà, autour de la table. C'est assez intéressant. On a quand même, voilà, mis à part la prépondérance des OPA, une belle représentativité des autres acteurs. Pardon, je suis allé un peu trop vite. Ah non, c'est bon, j'ai rien dit. Donc on a majoritairement des structures qui se situent en région et dont l'activité se situe en région également. C'est important cette question, ça nous permet ensuite de pondérer les différentes réponses que vous nous avez faites pour identifier clairement ce qui est vraiment, important au niveau régional et ce qui concerne directement vos activités par rapport aux réponses des personnes qui, voilà, qui n'auraient pas ou peu d'activités, au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis maintenant les enjeux. Le classement des enjeux par ordre de priorité. Donc là encore, on voit une map assez intéressante. On va dire qu'il y a 2 enjeux qui sortent du lot. Le premier, c'est la sensibilisation des producteurs conventionnels et certifiés bio aux protéines végétales bio et le deuxième, c'est, eh bien la caractérisation des besoins des fabricants d'aliments pour le bétail régionaux vis-à-vis des protéines végétales pour structurer une filière avec l'amont agricole.
Bon, on n'occulte bien évidemment pas les autres enjeux, mais ça nous donne déjà un angle d'attaque, on va dire prioritaire pour structurer des actions à partir de l'année prochaine. Et là encore, je vous fais grâce des différentes réponses vis-à-vis des autres enjeux auxquels nous n'avons pas pensé. On les synthétisera dans le compte rendu. Et idéalement, voilà, de la même façon, on procédera pour les actions majeures à réaliser dès 2020 et que nous n'aurions pas identifiées dans les questions que nous vous avons posées. Ok, je vous remercie. Cette animation est terminée. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir par rapport à cette façon de procéder, cette animation, ou du moins les questions, ou souhaite voilà, vous faire part d'une remarque en particulier? Ok, bon, bah, je vais repartager mon PowerPoint pour repartir de là où nous étions tout à l'heure. Voilà, donc tout le monde voit bien mon PPT? Bon, il y a un petit commentaire d'Anne-Egelin à l'instant. Je ne sais Oui, pas si tu as à nouveau accès au chat. non. Donc, plus un commentaire qu'une question. Le souhait général qu'un maximum d'acteurs, donc de familles différentes, y compris les consommateurs, participent à une instance de concertation et de co-construction est une information intéressante et devrait nous questionner collectivement sur la composition des actuels comités de filière, qui ne répondent pas forcément à ce type de configuration actuellement. Effectivement, hein, les réponses à ce sondage ne vont pas seulement alimenter nos travaux pour 2021, mais on va, je l'espère, communiquer largement sur ces conclusions. Et ce type de commentaires, je viens abonder, enfin renseigner déjà une partie des messages qu'on peut adresser, tu le disais, Anne, aux différents comités de filière existants. Heu, Après, j'ai quand même le sentiment qu'il y a un besoin ou une attente qui est exprimée autour d'un espace peut-être plus global qui réunit des acteurs plus larges, justement spécifiquement sur ce sujet-là pour travailler sur les questions, de répartition de la valeur, d'adéquation entre capacité de production et besoins de l'aval, enfin, j'ai quand même le sentiment qu'il y a aussi beaucoup d'informations sur ce sujet-là. Donc je prends bien note, hein, de cette remarque, et puis on fera passer le mot aux animateurs de comités de filière. Excusez-moi, vous m'entendez là? Oui, Marc Saunier, donc au titre du CIVOFA des volailles fermières d'Auvergne. Je m'excuse, j'ai rempli le questionnaire, mais je n'ai pas l'impression j'ai pas dû cliquer au bon endroit à la fin. Juste un petit commentaire de ma part. Dans les actions, moi je pense qu'on devrait mêler de plus en plus les distributeurs. Quand j'entends les distributeurs, c'est soit les distributeurs de la grande et moyenne surface que des distributeurs dans la restauration hors domicile. Je pense que ce sont des gens qui doivent être impliqués aujourd'hui parce qu'il y a plus en plus de produits finis qui sont sous l'effigie de leurs marques, des marques de distributeurs, et eux-mêmes s'impliquent de plus en plus dans les façons de produire, tant végétales que animales, et peuvent nous imposer des cahiers des charges qui ont sûrement des conséquences sur nos façons de produire. Et en les impliquant, je pense que ça permet d'avoir un autre œil et ainsi d'aller chercher tout au moins de s'assurer de certains débouchés. Alors, ça, c'est un premier commentaire. Deuxième commentaire, et pourquoi pas des consommateurs et des ONG, parce que c'est quand même des cautions importantes, à mon avis. Et le troisième commentaire que j'avais rajouté, c'est je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de solutions alternatives à la protéine végétale, solutions alternatives au végétal. Je pense qu'on a très peu parlé de farine animale, de farine de poisson, de larves, et qui sont peut-être des solutions là pour la partie nutrition animale. Voilà, je clôt. merci pour cette réaction. Effectivement, on n'a pas du tout abordé dans le détail vraiment les alternatives existantes aux protéines végétales. À ma connaissance, enfin déjà de base, on n'avait pas d'intervenants peut-être véritablement experts, où enfin là manifestement il y a une lacune de notre part. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir à ce que vient de nous présenter Marc? J'attends pas de commentaires, c'était juste pour alimenter les échanges. Très bien.
En tout cas, si vous n'arrivez pas à compléter l'animation Klaxoon, dans tous les cas, on a la visio et l'enregistrement de cette séance, donc on aura la trace, bien entendu, de vos idées. Merci beaucoup. Je laisse quand même la parole ouverte si d'autres personnes souhaitent réagir, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Ok. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que les conclusions de nos travaux nous permettront de rebondir de la meilleure façon possible en 2021 sur des chantiers sur la question des protéines végétales. Je vais laisser la parole à présent à Alexandra Béraud-Sudreau de la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour un mot de conclusion. En effet, on arrive au terme de cette journée interfilière. Un petit peu plus tôt que l'horaire qu'on vous avait initialement annoncé. Voilà, donc Alexandra, je vous laisse la parole si vous voulez bien connecter votre micro. Oui, rebonjour à tous. Vous m'entendez bien, c'est bon? Voilà. Alors, juste avant de conclure, je voudrais rajouter une précision par rapport à mon intervention de ce matin. La réponse, j'ai obtenu une réponse donc par un de mes collègues qui a posé la question ce matin en réunion DRAF du financement des projets structuration de filières protéines bio et aval, le point que je ne maîtrisais pas forcément. Et donc, la réponse qui a été donnée, pour les projets 100% bio, il faut déposer sur le fonds Avenir Bio. Sinon, cela relève de l'appel à projet France Agrimaire, structuration de filières protéines végétales. Donc, en fait, il faut jouer sur ces deux dispositifs que je vous ai présentés ce matin en fonction des projets. Voilà. Pour conclure cette journée, je voudrais tout d'abord remercier chacun d'entre vous pour votre participation active à ce webinaire. Ça a permis de nourrir largement les échanges et la réflexion. Et puis, un grand merci à l'équipe organisatrice qui a permis la réussite de cette journée. La qualité de son animation, pour l'organisation. Donc, un grand bravo à toutes les structures d'accompagnement bio de notre région qui travaillent ainsi ensemble en partenariat, c'est important. Donc, je voudrais tous vous citer, donc la coopération agricole, la Chambre régionale, le cluster bio, l'AFRAB et le pôle biomassif central. Donc, merci beaucoup. Cette journée, on l'a vu, elle s'inscrit tout à fait dans le sens des différentes politiques qui sont soutenues par le ministère de l'Agriculture, que ce soit à travers les financements du plan Ambition Bio, mais aussi du plan de relance. Elle a permis, je pense, des échanges très intéressants, des partages d'expériences et des informations, des contacts qui, j'espère, vont pouvoir se continuer entre tous les maillons de la filière. On l'a vu de la sélection de l'amont jusqu'à l'aval pour répondre à ces différents défis avec des leviers et des pistes à creuser pour que chacun puisse tracer sa trajectoire et avoir un rôle chacun dans vos entreprises, exploitations agricoles ou structures pour développer les protéines végétales bio. En continuant aussi, je l'espère, d'aller voir ce qui marche dans d'autres régions, comme cela a été présenté, et puis de partager, c'est important, les résultats de la recherche, de l'expérimentation entre tous les différents acteurs de la filière. Je pense qu'il doit être prévu, Thibaut, d'envoyer le listing des participants avec les adresses mail en même temps que le compte-rendu, favoriser la suite des échanges entre les participants. Et puis, vous l'avez évoqué au final, là, et j'avais prévu d'en parler moi aussi dans ma conclusion, c'est prévoir de réfléchir, comme cela a été évoqué, donc comment partager aussi cette journée, ces échanges avec les conventionnels qui pourraient profiter de cette dynamique pour faciliter notamment ces échanges. On a vu l'importance entre les filières végétales et les filières animales sur ce sujet. Peut-être donc, vous l'avez évoqué via les comités de filière ou autres à creuser. L'État, on l'a présenté ce matin, s'engage dans un effort financier important avec ces 100 millions d'euros du plan de relance pour permettre d'amorcer la mise en œuvre donc, de la stratégie protéines. On espère donc que ça va entraîner une dynamique globale qui implique les producteurs, mais aussi les consommateurs et les distributeurs, on a vu leur importance, pour sortir de cette logique de niche actuelle et permettre le changement et développer des expérimentations tant dans les fermes que dans les entreprises. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les outils financiers qui existent, même si ce sont des appels à projets nationaux, en complément des outils financiers qui existent déjà. Et nous sommes à votre service à la DRAF pour vous conseiller pour que cela puisse aider à l'émergence de projets qui peuvent être accompagnés et tirés par les demandes des consommateurs.
Cette synergie, elle est à poursuivre. Et puis, elle est aussi à élargir notamment vers d'autres filières, parce que je pense à la viande bio, par exemple, hein, qui aurait besoin d'une réflexion de fond sur les freins et les leviers dans notre bassin allaitant régional. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous et bonne fin de journée. Merci beaucoup pour ce mot de conclusion, Alexandra. Avant de vous quitter, je vais vous donner un lien pour vous connecter sur Klaxoon. Alors, c'est pas le bon là sur la diapositive, que je vais remettre ce lien dans l'espace chat pour que vous puissiez renseigner votre niveau de satisfaction par rapport à l'organisation globale de la journée. C'est une petite enquête qui va durer en tout et pour tout peut-être 2 minutes. Donc nous vous serions éternellement reconnaissants si vous pouviez nous faire part de votre sentiment par rapport à l'organisation globale de la journée. Donc paf, j'ai copié le lien, je vais vous le mettre dans le chat. Chat, il est où? Chat. Voilà, paf. Fermé. Hop là. Tac, je le copie, je le colle. Je vous laisse cliquer directement dessus. Et puis tranquillement, compléter le sondage. Vous pouvez vous déconnecter d'ici aussi, puisque inutile de rester connecté. C'est les derniers exercices qu'on vous demande. Comme convenu, on vous envoie tous les éléments de compte rendu à l'issue de cette visio. Je ne sais pas, comme le disait Alexandra, si on pourra vous communiquer les adresses mail de tout le monde. Donc là-dessus, je ne m'avance pas trop. On va étudier la question. En tout cas, si certains d'entre vous ne souhaitent pas que l'on diffuse son mail, eh bien, je vous invite à nous l'exprimer également d'une façon ou d'une autre, directement par mail ou alors à travers le sondage qu'on vous demande de compléter à l'instant. Merci pour tout. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.